Bonjour à tous, merci à tous d'être connectés ici sur Football X TV pour la toute première de Football X, votre nouvelle émission foot. Je suis vraiment ravi de vous accueillir ici pour ce tout nouveau format dans lequel on va parler football, mais parler du football en dehors du terrain. Vous allez voir, ça va être un peu différent. On va un peu sortir du rectangle vert, un peu sortir de la pelouse pour explorer le monde du foot. Et à l'intérieur, on va comprendre comment est conditionnée la carrière d'une footballeuse, d'un footballeur à travers plusieurs aspects, que ce soit la psychologie, la préparation mentale, l'entourage, l'alimentation, etc. On va vraiment explorer ce monde du football de l'intérieur. Vous allez voir avec nos invités, chaque semaine, on va recevoir des professionnels pour comprendre et explorer justement en détail ce qui fait un joueur ou une joueuse de foot. Et grâce à Football X, vous allez pouvoir un peu changer votre vision du football et surtout de ces qui nous tient à cœur dans cette émission. Chaque semaine, il y aura aussi des jeux, des cadeaux à gagner et puis des infos exclusives en fin d'émission avec Sébastien. Je vais vous le présenter dans quelques secondes. Et on va d'abord introduire cette émission avec le thème du jour. Ça sera retraite et reconversion. On va essayer de comprendre comment ça se passe dans la tête d'un footballeur ou d'une footballeuse avant, pendant et après sa carrière, parce qu'il faut préparer souvent l'après très tôt. On en parlera avec nos invités. On va un peu rentrer justement dans ce monde du football par ce premier thème, et un thème très important parce que vous allez voir, il se passe beaucoup de choses dans la tête des joueurs et des joueuses et aussi dans l'entourage. Le premier invité avec nous aujourd'hui, alors non, d'abord, on va faire dans l'ordre, excuse-moi Emmanuel, on va commencer par Sébastien. On va accueillir Sébastien, notre journaliste info, qui va intervenir en fin d'émission, mais qui va rester avec nous pendant la durée de cette émission pour le débat. Salut Seb, merci d'être là. Salut Nico, écoute, très heureux de faire cette première avec toi et de lancer l'aventure Football X TV avec toi. Voilà, comme tu l'as dit, c'est une émission qui aborde le football avec d'autres angles, sous d'autres thèmes et qui vont permettre, je pense aussi à tous les fans de sport de comprendre aussi les complexités de ce monde et les complexités pour être un joueur de foot. Donc je suis très heureux que tu aies pensé à moi pour t'accompagner dans cette aventure. J'écoute avec plaisir. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez intervenir et poser des questions, notamment à Sébastien sur les infos, sur les infos foot, il pourra peut-être y répondre en direct. Il a beaucoup d'infos. Et puis, évidemment, vous pouvez participer au débat et poser des questions à nos invités directement dans le chat. Seb, tu vas intervenir en fin d'émission. On va te réserver une petite capsule à la fin pour des actualités et aussi quelques infos croustillantes sur le mercato notamment. Il se passe des choses en Angleterre et souvent tu es très au fait, tu es le spécialiste. Tu peux te présenter d'ailleurs, c'est la première. Ouais, mais alors, ta connaissance. moi, pour ceux qui me connaissent pas, ils ont pu me voir dans beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup écrit et j'ai fait beaucoup de choses dans le monde du football. J'ai notamment été le correspondant anglais d'Alexandre Ruiz pendant le Ruiz Club pendant l'Euro. J'ai été aussi ceux qui ont connu cette chaîne à l'époque qui n'existe plus, c'est dire si je suis jeune, la chaîne Foot 365 sur le câble. J'ai fait aussi l'Euro 2016 avec eux. J'ai écrit pour Bein Sport Your Zone. J'ai fait beaucoup de choses et aujourd'hui je suis journaliste et rédacteur en chef adjoint du groupe LBCDB Media qui produit notamment le magazine Les Bons Conseils du Bet. Donc voilà, je touche à beaucoup de choses. Effectivement, tu as dit, je suis un spécialiste du mercato et du football anglais où j'ai beaucoup d'informations. Et je suis très heureux d'avoir Jean-Daniel avec nous aujourd'hui. Je vais te dire pourquoi. Parce que Jean-Daniel a été un des premiers invités à faire une interview pour Les Bons Conseils du Bet Magazine. Et aujourd'hui, on a plus de 250 000 lecteurs. Donc ça a été un porte-bonheur. Espérons qu'il nous porte chance encore aujourd'hui. J'en suis sûr. Si. On va commencer d'abord par notre premier invité. C'est Wesley Ngobaeng qui est avec nous. Salut Wesley. Salut l'équipe. Je suis merci, ravi. Merci. Ouais, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, Wesley. Tu es là pour plusieurs raisons. On va te présenter. Tu es un ex-joueur de foot professionnel, passé notamment par Le Havre. Tu es passé aussi par l'Angleterre. Et puis maintenant, tu es un entrepreneur en pleine réussite, en pleine expansion aussi. Et si tu es là, c'est parce que aussi le sujet de la retraite et de la reconversion te tient à cœur. Exactement, c'est exactement pour ça. Et c'est cool qu'on se retrouve parce que ça faisait longtemps qu'on échangeait. Et donc, comme on dit, les grands esprits se rencontrent. C'est vrai, merci d'être là encore, Wesley. Notre deuxième invité, Jean-Daniel Padovani. Salut Jean-Daniel. Bonjour à tous. Alors, pour les peu de personnes qui ne te connaissent pas, tu es un gardien
ayant exploré le championnat de France. On t'a vu notamment à Angers, où tu as fait un parcours remarqué. Et puis maintenant, tu es gardien entraîneur des gardiens au Paris Saint-Germain, et puis également dans une équipe nationale. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, après avoir été pro durant une vingtaine d'années, on en parlera plus tard, mais désormais, j'entraîne les gardiens à la formation du PSG depuis 2 saisons maintenant. Et je suis entraîneur des gardiens également de la sélection nationale du Mali, après avoir été avec celle des Comores, notamment lors de la dernière CAN. Donc, c'est plutôt sympa à vivre, quoi. Ah, donc tu as vécu c'était Aliadur, non, qui avait Oui. son maillot, Oui, c'était chacun. Ouais. maillot scotch avec le numéro qui a changé. Ouais, c'est ça. Match que j'ai commenté, je m'en souviens très longtemps. Okay. Très longtemps, c'était sympa. Aussi, pendant cette émission, on va jouer. C'est-à-dire que dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir gagner des lots, des maillots, des abonnements à divers magazines. Et on va quand même s'entraîner aujourd'hui avec ce jeu qui a un nom particulier, je vous le dirai tout à l'heure, mais vous allez voir, on va bien rigoler. Évidemment, les invités vont jouer avec nous et il va falloir faire un peu tourner les méninges, mais vous allez voir, ça va être sympa. On jouera tout à l'heure dans à peu près 30 minutes environ. Allez, c'est parti en tout cas pour le débat. Jingle. Alors, retraite et reconversion, messieurs, quelque chose de très important. On va commencer par toi, Wesley, parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre finalement, un problème, entre guillemets, qu'il faut prendre assez tôt. Pour ça, avant, je vais demander à Emmanuel, qui est à la réalisation, on la remercie ce soir, de nous mettre un tableau avec des chiffres qu'on va commenter et ça va nous permettre d'alimenter le débat. Alors, voilà les chiffres, vous les voyez. Alors, je vais élaborer, je vais plutôt vous donner ces chiffres petit à petit. Alors, moyenne de temps de carrière, tu me dis si je me trompe, hein, Wesley en tout cas, moyenne de temps de carrière d'un joueur professionnel, et ça c'est assez étonnant, de 4 à 5 ans. Ouais, c'est ça. C'est les chiffres que tu as. Voilà, parce que même si on a l'impression, parce que les footballeurs les plus, les plus médiatisés, souvent font des carrières de plus de 10 ans, la carrière d'un joueur de foot, c'est de 4 à 5 ans, Wesley. Ouais, carrière au top niveau. Après, forcément, c'est un ratio, parce qu'il y en a qui font beaucoup mieux, il y en a qui font beaucoup moins bien. Mais une chose est sûre, c'est que la longévité, c'est quelque chose de rare. Si on fait le ratio, si on compare le nombre de joueurs professionnels, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent sur le long terme, vraiment au plus haut niveau. Après, les gens aiment prendre les stars comme référence. C'est ça. Mais encore une fois, comparé au nombre de joueurs, les stars, ce ne sont qu'une partie infime. Exactement. Et d'ailleurs, les chiffres qui suivent vont un peu le confirmer. On va parler aussi économie, et forcément, c'est aussi le cœur du problème. 50% des footballeurs se retrouvent ruinés 5 ans après la fin de leur carrière. Et puisque tu parlais des stars, il y a un chiffre qui est évocateur, c'est 25% des footballeurs de Ligue 1 touchent 75% du total des revenus du championnat. C'est-à-dire que quand on fait une moyenne, il faut faire attention à ne pas se tromper. Et surtout, comme tu le dis, c'est souvent les footballeurs stars et mis en lumière, on parle de leur salaire à eux. Et souvent, les débats des salaires se font autour de ça. Bien sûr. Et c'est une grosse erreur. Une grosse erreur, exactement. Et je pense que je ne suis pas le seul à pouvoir le confirmer. Ouais. Et c'est pour ça que même le salaire moyen, finalement, de 50 000, Jean-Daniel, toi, tu es au Paris Saint-Germain, justement, mais souvent, ça peut être aussi fausser cette moyenne par les salaires du club. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que Paris Saint-Germain, c'est un petit peu à part, mais pour me référer à quand j'étais encore joueur, c'est sûr que d'arriver à gagner 50 000 maintenant, il faut quand même être dans un club assez ambitieux, avec quand même une bonne masse salariale. Il y a de plus en plus de joueurs, les présidents veulent donner de moins en moins, ou alors marchent beaucoup par des primes. Donc c'est vrai que
50 000 pour y arriver, c'est beaucoup, beaucoup de travail, quoi. Voilà, parce que c'est important pour comprendre l'issue du débat et justement pourquoi toi tu en es là, par exemple Wesley, dans cette reconversion professionnelle et pourquoi tu te consacres à la retraite, à la reconversion justement des joueurs, c'est de comprendre que, voilà, par exemple, quand vous avez commencé, messieurs, dans votre carrière, bah, quels étaient vos salaires? On va parler argent. Je sais qu'en France, c'est tabou, mais pour comprendre le débat, il faut parler argent, messieurs. Et ce qui est important de savoir, en tout cas, l'échelon. On va commencer par toi, Wesley, mais par exemple, toi, quand tu as commencé, tu étais sur quels échelons à peu près? Alors, moi, c'est c'est un peu fou parce que je sortais d'un contrat aspirant au Havre Hmm. et donc le Havre me proposait stagiaire pro et Newcastle me proposait pro. Donc j'ai signé à Newcastle et en gros, je tournais, donc j'avais 18 ans, j'étais autour de 10 000 à 12 000 € Ok, net. ok, Voilà. d'accord. Donc c'était assez élevé finalement par rapport à la moyenne pour Assez, ton âge. assez élevé parce qu'en Angleterre, voilà, on le sait, Hmm. les salaires, ils sont plus importants. La formation française, elle est très bien vue là-bas. Donc, pour eux, voilà, miser sur un jeune Français, ça a un coût. Donc, pour moi, c'était beaucoup. Mais 10 000 € à Newcastle, t'es tout en bas de l'échelle, quoi. Ouais. Jean-Daniel, toi, de ton côté, ça s'est construit comment ce début de carrière? Moi, ouais, moi, je suis formé à Martigues, donc j'ai eu la chance de commencer ma carrière justement dans mon club formateur. Ah, c'est bien ça. Donc, ouais, donc du coup, voilà, ils misaient beaucoup sur les jeunes. J'avais signé un contrat à l'époque, c'était des contrats espoirs, ils appelaient ça. Tu signais 4 ans, de 16 ans à 20 ans. Alors, si tu avais 17 ans, tu signais 3 ans. Si tu avais 18 ans, tu signais 2 ans. Euh, Quand j'ai commencé à jouer en Ligue 2, donc j'avais 17 ans, je gagnais, alors c'était en francs à l'époque, hein, je gagnais, je crois que c'était 800 francs, un truc comme ça, quand j'ai commencé à jouer en Ligue 2. Et ensuite, donc j'ai signé mon contrat pro de suite après parce que j'avais fait plus de 15 matchs en pro. Donc ils étaient obligés de me faire une proposition de contrat. Ok. Donc du coup, je gagnais à la charte, donc c'était 1500 francs, je crois. C'était enfin, c'était faible, mais bon, moi j'étais content de jouer à l'époque, on se Bien posait pas sûr. ce genre de questions. Et c'était en 98. Et ensuite, j'ai été en 98-99, j'ai été acheté par l'OGC Nice. J'avais été acheté 1 million de francs à l'époque. Euh, et non, 7 millions de francs, pardon. 7 millions de francs à l'époque, parce que j'étais en équipe de France Espoir. Et là, j'avais signé 5 ans et j'avais des salaires qui allaient crescendo. Donc, je crois que j'ai commencé à 5 000 francs, et puis après, 5 000 euros, pardon, 5 000 euros. Et puis après, ça montait selon les divisions. Donc, c'était ça mes débuts. Mais c'est vrai que par rapport au salaire, moi, quand j'étais à Martigues, pour une petite anecdote, vite fait, je me suis retrouvé en équipe de France Espoir alors que j'avais jamais été sélectionné en Méditerranée ou quoi que ce soit. Je me retrouve en Mm. équipe de France avec Thierry Henry, Trezeguet, Vieira, bon voilà. Et j'étais assis à côté de Didier Domi sur le banc. On va jouer en Hongrie, un match de qualification de championnat d'Europe. Et à la fin du match, Didier qui dit, bon, ben voilà, c'est bon, sans rien faire, on a gagné 17 000 francs. Donc bon, en 97, moi j'étais content quoi, parce que j'ai gagné 800 francs. Et donc du coup, on avait reçu le chèque directement au club. Et voilà, ça m'a permis de payer le permis, la première voiture. Donc c'était, voilà, bon, c'est Ah des ouais, pas chiffres mal. maintenant, si on les transforme en euros, c'est 2 000 à 3 000 euros. C'est pas, alors c'est de l'argent, hein, c'est beaucoup. Oui, oui. Mais voilà, par rapport à ce qui se peut se faire maintenant, c'est. Oui, voilà, par rapport, comme tu le disais, Wesley, par rapport aux chiffres qu'on évoque maintenant quand on parle de footballeurs, parce qu'on C'est se trompe encore une fois, on parle des stars, mais c'est comme le cinéma ou comme beaucoup de corps de métier, on passe souvent des gens qui sont dans la lumière, mais à côté, il y a des comédiens ou dans d'autres, bien sûr, voilà, bien sûr. qui galèrent un peu plus. Mais justement, c'est intéressant de savoir par rapport à cette reconversion et cette retraite. J'imagine justement que quand on est parce que vous avez parlé de la notion de plaisir, que peu importe ce qu'on touche au début, on est content, on touche de l'argent Bien pour sûr. le foot. Donc, justement, est-ce que le danger, il n'est pas là de justement ne pas tout de suite penser à la retraite et à la reconversion et à l'économie d'argent? Je ne sais pas, hein, je pose la question. Bah après, pour moi, c'est un tout. Parce que l'éducation financière, elle n'est pas forcément faite par le club. Et tu vois, moi, je te prends mon exemple. On est beaucoup aussi comme ça, à avoir signé un contrat aspirant à 14 ans. Et du coup, dès lors que tu gagnes de l'argent, c'est important d'avoir les bons réflexes. Hmm. Parce que c'est limite ce qui va te suivre pour le reste de ta vie. Et quand tu n'as pas eu d'éducation financière,
bah, tu ne penses pas après. Tu es seulement dans l'optique de toute façon, même si je dépense, ça va revenir. Hmm. Et moi, mon premier rapport avec l'argent, il a été comme ça. C'est-à-dire que j'avais mon contrat assurant, ça tombait, je dépensais l'argent et le mois d'après, ça revenait. Et c'est un mécanisme contre lequel je me suis battu de nombreuses années après. Parce que dès lors que tu touches de l'argent, même en amont, pour moi, il doit y avoir, alors, tout dépend du contexte familial aussi, mais il doit y avoir de la part du club un minimum qui est fait sur les finances. Parce que j'ai vu des joueurs toucher de l'argent rapidement et péter les plombs. Parce que l'argent leur est monté au cerveau. Ouais, ok, donc ça fait partie finalement de ce pourcentage de joueurs aussi qui peut-être derrière se retrouvent ruinés Ah 5 ans, oui. mais parfois, est-ce que c'est pas plus tôt même? Hein. Ah, tu sais, ce qui est fou, c'est que cette histoire de joueurs surendettés ne touche pas qu'une catégorie de joueurs. Je connais des joueurs qui ont gagné des grosses, grosses sommes, vraiment, et qui ont fini surendettés et un peu moins avant ces 5 ans. Et surtout, bah, sur la fin, ils essayaient d'aller chercher des contrats un peu exotiques pour Mhm. rattraper le coup. Mais parce qu'encore une fois, bah, le train de vie, les réseaux sociaux, l'entourage, etc., etc. Et au final, tous ceux qui ont bien géré leur argent, bah déjà, ils étaient beaucoup plus sereins pendant leur carrière. Mais quand tu cours après des contrats pour aller chercher de l'argent et tout, bah déjà, tu t'écartes de l'objectif principal. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que là, on est en plein dans l'émission, c'est-à-dire que psychologiquement, ça a un impact même Bah, pendant ta bien sûr. carrière. Le fait de Ouais. gérer ton argent et te dépenser. Jean-Daniel, je te vois beaucoup hocher la tête et acquiescer. Et c'est vrai que tu as l'air OK avec tout ça. Wesley a de bonnes paroles, toujours. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que ouais, cet aspect psychologique, tu l'as vécu, toi, ou c'est quelque chose, oui, bah, c'est aussi pour ça que cette émission existe pour moi. Il faut ramener aussi le footballeur à l'état d'être humain, tu vois. Et le footballeur, même s'il a l'air de gagner beaucoup d'argent, psychologiquement, parfois il est tracassé même par sa situation financière pendant sa carrière. Ouais, C'est ouais, pour ben Jean-Daniel? Ah oui. Ouais, ouais, c'est pour pardon. Jean-Daniel, mais tu peux Ok. enchaîner. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est vrai que c'est, comme a dit Wesley, il a très bien résumé. On est là, on gagne de l'argent d'entrée. Alors, c'est vrai que bon, moi, j'étais trop petit pour signer en Angleterre, donc j'ai pas gagné autant que Wesley d'entrée. Mais, mais du coup, c'est vrai que moi, j'avais signé un contrat de 5 ans. Ben, on s'amuse, hein, on a 20 ans. Moi, je me Hmm. retrouve, j'étais formé à Martigues, donc du coup, j'habitais chez ma mère. Voilà, on était à la maison, on dépensait nos sous, on donnait deux, trois sous à maman, mais voilà, elle nous demandait pas trop. Donc, du coup, voilà. Et puis, vers la fin, là, de ce contrat-là, bah, j'ai eu l'intelligence, on va dire, je sais pas, mais d'acheter une maison parce que, ben voilà, j'ai quand même été bien conseillé. J'ai eu la chance d'être bien conseillé dans ma carrière. Mais malgré tout, on veut toujours, comme a dit Wesley, en faire à sa tête. Et on pense que ben, parce qu'on a de l'argent, ça viendra toujours. On se dit, ben voilà, j'ai été bon, donc voilà. Et puis quand on est dans une dynamique positive ou dans n'importe quel club qu'on peut être, on se dit, bon, ben, c'est pas grave, si on n'est pas ici, on sera ailleurs, et puis on aura des Hmm. contrats, on aura des choses, et puis du coup, ben, ça s'arrête plus, quoi. Donc voilà, et puis le problème, c'est qu'après, bon, ça, on en vient après parce que je l'ai lu, mais il y a les mariages, les enfants, il y a ci, il y a Eh là, oui. et puis du coup, il y a tout ça qui rentre en compte qui fait que, ben voilà, mais c'est vrai que c'est quand on est dedans, je pense que, et comme l'a dit Wesley, c'est une chose très très importante. Et moi qui suis dans la formation au PSG, je pense que ça devrait être un axe de travail Hmm. aussi important parce qu'il y a beaucoup d'argent. Clairement. Cette gestion de l'argent, parce que bon, ben, ici, même les jeunes signent des contrats et gagnent beaucoup d'argent, même par rapport à certains qui sont déjà en pro. Et je pense que c'est très 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 important d'être bien entouré par rapport à ça parce que c'est quand tu es dedans, tu te rends pas compte, mais Hmm. à la fin de la carrière, c'est là où ça commence à piquer et il y a tout qui s'accumule, quoi. Et Ça, pour vas-y, appuyer Wesley. les propos de Jean-Daniel, en fait, quand on joue, on n'est pas conscient que ce que l'on gagne est complètement décalé de la réalité. Ça, on n'en est pas conscient. Et le problème, c'est que bah, on tombe dans un certain confort
Et le jour où il n'y a plus rien et qu'il faut aller travailler comme monsieur, madame, tout le monde, en fait, il y a deux réalités qui s'entrechoquent et c'est pour ça que ça donne lieu à autant de dépression, voire même de suicide, etc. Parce que même le jeune qui gagne 3 000 à 4 000 euros, mais va gagner 3 000 à 4 000 euros dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Raison. Et là, C'est, d'ailleurs, c'est... et Ouais. là, et là D'ailleurs, c'est Wesley, intéressant où que tu c'est parles important, et de je vais la rebondir dépression, sur parce que vraiment la psychologie, et en je trouve que pourcentage tu en es vraiment le bon exemple, parce de que je me joueurs rappelle qui cette terminent déclaration que tu en avais faite, où tu dépression, il y a expliquais que 38% toi, le gamin des quartiers populaires, quand tu de arrives en joueurs Angleterre, qui, tu gagnes de après leur carrière l'argent, on vient te professionnelle, chercher à l'aéroport avec une grosse terminent en berline, dépression. une belle limousine. Terminent en Donc dépression, sachant forcément que, que à titre de quand tu es un comparaison, jeune en joueur, France, en termes de psychologiquement, il faut population, tu arriver as à digérer tout ça 13% aussi, de à accepter que tout ça, c'est la qu'une réalité population temporaire. française Et je pense aussi que les qui clubs, pendant travaille longtemps, déjà au moins on une fait fois en l'autruche avec dépression. cette Pour les réalité. footballeurs, On fait sur la l'autruche population avec cette football, c'est psychologie par rapport à l'argent. 38% Et toi, je sur trouve la que tu es le précarité, ce cas, qui est énorme. tu es le cas typique en fait du On est sur un joueur qui pourcentage peut énorme, déconnecter et parce ça que tu montre viens d'un aussi quartier populaire où tu l'impact as connu dont tu une parles. enfance où tu Et n'as pas justement, été c'est dans intéressant ce l'opulence. que vous Du dites. jour au lendemain, tu vas en Angleterre. Attention, il y a deux. Je sais pas si vous entendez, il y Vous avait deux parlez en voix en même même temps, temps. ouais. Vous parlez en même temps. Alors, je ne sais Pardon? pas si tu as entendu mon propos, Wesley, ou pas. Oui, j'ai entendu, j'ai entendu. Voilà, Par je rapport disais au que fait de voilà. venir d'un quartier populaire. Ouais, et que d'un coup, tu te retrouves propulsé dans le football anglais où il y a de Attends, l'argent. Tu le disais, tu j'ai gagnes pas 10 ou 15 000 francs par mois. Moi, je me j'ai un rappelle de cette souci, j'ai un déclaration que tu avais où décalage. tu expliquais qu'on était venu te chercher à l'aéroport avec une grosse limousine. Toi, le tout jeune gamin Vous des quartiers m'entendez? populaires. Donc, il y a de quoi déconnecter aussi. Et je trouve, moi, que les clubs, pendant longtemps, ont fait l'autruche avec ça, à pas vouloir, entre guillemets, former les joueurs par rapport aux Alors Seb, réalités je vais te financières, laisser prendre de la pas main, je vais vouloir me éduquer, comme disait déconnecter. Jean-Daniel, les joueurs par rapport à toutes ces réalités financières. Alors aujourd'hui, on sait que les clubs font un peu plus attention, notamment avec les jeunes joueurs. Jean-Daniel le disait, parce que ça, c'est vraiment un axe aussi de travail. Mais on peut quand même facilement comprendre qu'aujourd'hui, un jeune joueur, avec tout cet argent, avec, comme tu le disais, cette espèce de réalité parallèle, parce que tu vis dans un monde qui n'est pas le vrai monde, on peut quand même facilement comprendre que ces joueurs-là se perdent et sombrent financièrement. Mais oui, et Jean-Daniel l'a dit, et je suis même jaloux. Il a dit, pendant ma carrière, j'ai été très bien entouré. Tout passe par là. Bien sûr. Tout passe par là. Ça ne veut On pas peut dire que parler j'en ai pendant encore, hein. des heures et des heures. Tout Wesley, ça ne passe veut pas par là. dire que Moi, j'ai eu un entourage de. Voilà, on va rester poli. Ils m'ont volé de l'argent, j'ai fini surendetté, etc. Mais je voyais les joueurs qui géraient bien cette partie, mais ils avaient une sérénité qui était. Ils me voyaient, moi, toujours dispersé, etc. Alors qu'un jeune, il doit être focalisé foot, parce que c'est là où tu progresses beaucoup. Mais moi, j'étais déjà en train de régler des histoires de sous-location, etc. Donc forcément, bah, comme je le disais, on s'écarte de notre objectif. Bien sûr. Bien sûr. Après, Wesley, Oui. euh, moi, c'est vrai que j'ai été bien entouré parce que toute ma carrière, j'ai eu le même agent. C'était Ah, bien. c'était le frère d'Éric Cantona, donc Jean-Marie. Ça a D'accord. toujours été mon agent. Et, euh, et je lui ai fait confiance à 100%, que ce soit sur le point de vue de la gestion de ma carrière, mais D'accord. également sur les personnes qu'il a pu me présenter pour, ben, comme tu connais, les gestions de patrimoine, toutes ces choses-là. Mhm. Donc, du coup, c'est vrai que ben, voilà, ça m'a permis de. Mais euh, j'étais bien entouré pour ne pas dépasser, on va dire, les limites. Pour ne pas dépasser les limites et me surendetter. Maintenant, c'est pas pour autant que j'étais bien entouré que je me permettais pas certaines choses et que je disais pas, en gros, je leur disais pas comme ça, mais j'ai envie de ça et puis c'est tout, quoi. Voilà, donc Oui, oui. c'est vrai que euh, c'est c'est compliqué parce qu'on en revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on croit que ben, il y en aura tout le temps, quoi. Et Mm. j'avais eu un peu ce souci-là. Alors on en parlera peut-être après. Quand ben, à ma fin de carrière, je me suis retrouvé au chômage. Alors au chômage au plafond, on gagne beaucoup, mais à un moment donné, quand ben, tu continues quand même à dépenser parce que tu passes d'un gros salaire à un salaire un peu moyen, même si le plafond du chômage est très très haut, mais que 2 ans après, tu te dis, mais là, il ne va plus rien avoir du tout, ben, rien que de devoir passer et de baisser son rythme, de baisser toutes ces choses-là, c'est compliqué, quoi. Donc, quand Eh tu oui. dis au plus on gagne, au plus on dépense, ben voilà, c'est sûr que c'est complexe. Maintenant, je pense qu'on parle de ces problèmes-là, mais surtout, je pense que c'est pour aussi les gens qui nous écoutent, faut surtout pas se plaindre non plus d'avoir gagné autant Ah oui. d'argent et de se Ah oui, oui. retrouver un petit peu dans des situations dues à notre Gestion. faute, quoi. À notre Ah, bien sûr. gestion, à notre faute, à notre vision des choses, à notre mauvais état d'esprit de temps en temps. Et je Hmm. pense qu'il faut aussi être reconnaissant par rapport à tout ça
Et c'est ce bien qui fait sûr. que peut-être maintenant, si on doit aller faire une session, je sais pas, moi je parle à titre personnel, d'entraînement individuel et qu'on va me donner 20 euros pour une heure, comme j'ai pu faire quand j'ai commencé ma carrière d'entraîneur, je vais être content, quoi, parce que ben voilà, quoi, c'est important de revenir aussi à ces valeurs-là, quoi. Bien sûr. Ouais, exactement. Mais du coup, ça permet, tout ce que vous avez dit aussi, ça permet de se dire une chose et de réfléchir à une chose, c'est-à-dire que finalement, la retraite et la reconversion, et Daniel, tu l'as dit, tu es bien placé, ça se joue dès la formation finalement. Et Wesley, toi qui accompagnes aussi des jeunes footballeurs, souvent on en avait parlé pour les réseaux sociaux notamment, tu les formes, tu les accompagnes, mais c'est vrai que la retraite et la reconversion, c'est des choses aussi qui sont pris de plus en plus au sérieux par les centres de formation aussi. C'est-à-dire que, notamment, quand on parle de scolarité, par exemple, c'est quelque chose pris au sérieux par les centres maintenant. Après, il y a un constat, il y a des choses qui sont factuelles. Je pense que le suicide du jeune joueur de Manchester City, ça a mis tous les centres de formation face à une réalité je ne veux pas dire qu'ils ignoraient, mais Mm. qu'ils préféraient ne pas trop écouter, ne pas trop entendre. Et je le vois, vu que voilà, j'interviens dans certains centres de formation par rapport à ça, notamment au Havre, parce que je suis formé là-bas. Et en fait, les clubs ont un problème vis-à-vis du positionnement. Parce que eux, l'objectif, c'est que les joueurs soient focus foot. Mais Mm. dès lors que tu éveilles le double projet chez les jeunes, bah, il y a une crainte de est-ce qu'il va pas délaisser le football? Parce que moi, en fait, je valorise beaucoup les joueurs sur ce que le football apporte pour la vie active, pour l'entrepreneuriat, etc. On fait un peu un transfert de compétences. Et du coup, bah, un joueur, dès lors que tu le stimules avec autre chose que du football et que tu le valorises, il se rend compte que oui, effectivement, le management, il sait déjà gérer parce que dans son équipe, il y a un milliard de personnalités différentes, etc., etc. Et quand on lui prouve A plus B que dans la vie active, c'est une plus-value, bah, le gars, il réfléchit. Mm. Et en fait, c'est vraiment trouver le bon compromis pour que les gars restent focus foot, mais en même temps, soient ouverts à travailler le plan B. Parce que pour moi, la reconversion, elle ne se prépare pas à 29 ans. Ouais. Il faut dès pas dire le plus jeune âge, mais dès la formation, cibler certains centres d'intérêt qui peuvent te parler. Parce qu'encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une blessure, on n'est pas à l'abri. Voilà, on le sait, hein, une carrière de foot, ça tient à beaucoup de facteurs aussi. Ça va vite, Mais et on il y l'a a dit des en début. projets. Vas-y, Jean-Daniel. Pardon, excuse-moi. Et j'avais entendu, parce que j'avais la chance de travailler à la Ligue Méditerranée pendant 3 ans, où j'étais référent entraîneur, enfin, référent entraîneur des gardiens, tout ça. Donc j'étais un peu dans dans les échos, on va dire, les rumeurs. Et je crois qu'ils souhaitaient mettre en place pour tous les joueurs de centre de formation, alors je ne sais pas à partir de quel âge, mais au moins des formations, on va dire, de footeux, c'est-à-dire le BMF au minimum, pour D'accord. d'une part comprendre un petit peu la méthodologie, le discours, les termes, voilà, les terminologies un petit peu des coachs, pour avoir une vision et pas simplement faire des choses pour les faire, quand on est sur le terrain, avoir une petite sensibilité différente que ce qu'on pouvait avoir nous en disant bon ben on va dans les cages et puis enfin, moi perso je vais dans les cages, je fais ça, je comprends rien, on me dit de faire ça, je le fais. Et donc il y avait ça et je trouve que c'était assez intéressant pour aussi développer une richesse et peut-être un ressenti perso. Après, euh, moi je dis tout ça, mais j'ai jamais toute ma carrière, je me suis toujours dit, parce que quand je jouais encore, même quand bah, tu parlais d'Angers, mais quand j'ai commencé même à Martigues à 18 ans, j'allais toujours entraîner les gardiens des jeunes ou quand j'étais à Angers, j'allais de le petit village à côté le mardi soir où on allait boire deux, trois bières après les entraînements. Je faisais des spécifiques à des équipes de D1. Donc, du coup, voilà, c'était vraiment le truc qui m'a toujours plu. Et, Mm. mais sans pour autant me dire il faut que je passe mes diplômes. Parce que je me disais toujours, et ça, c'est ce qu'on entend, le gardien, il va jouer jusqu'à 40 ans, il a le temps, on peut faire ce qu'on veut et tout et tout. Donc, du coup, ben, moi, je me suis retrouvé dans des situations où finalement, j'en ai eu plein le cul du foot. Et ben, j'ai dû me prendre les devants. Alors, avant d'être entraîneur, j'ai fait d'autres choses, on en parlera si vous voulez,
Vas-y, tu peux en parler. Ouais. Ok, donc du coup, après Dijon, où on était en Ligue 1, et j'étais sur ça devait être 14e année en pro, sans s'arrêter, quoi, à part une rupture du tendon d'Achille, quand j'étais à Cannes, qui m'a fait me faire un petit break et qui m'a permis de repartir de l'avant ensuite. C'était en 2005, 2006. Et donc après Dijon, où j'en ai vraiment marre, je suis parti, donc c'est pour ça on s'est connu bien avec Seb aussi. Je suis parti à MLS en 2012 pour faire des essais, donc pour essayer de voir autre chose. Et donc je me suis entraîné pendant 10 jours là-bas. J'ai pas pu être pris à l'époque. Et à partir de là, j'ai été contacté par un club à La Réunion. Donc, je suis parti à La Réunion quelques années Ah, à la Saint-Pierroise. Voilà, je suis ah parti ouais, là-bas. Ouais, j'ai joué à la ah, c'est Ouais, bien c'est ça. à Saint-Pierroise. Wesley. Ouais. Et, et du coup, voilà, bon, le problème, c'est que quand on arrive là-bas avec un CV et une envie d'apporter, c'est un peu compliqué parce que voilà, c'est pas la même façon de voir les choses et puis on est plus vu comme celui qui vient de prendre la place d'autres, donc c'était un peu compliqué et moi j'étais pas dans cet état d'esprit, donc ce qui fait que au bout d'un an j'ai arrêté de jouer et avec mon ex-femme qui était coach sportive, j'ai ouvert un salon de bien-être, donc j'ai arrêté le foot complètement pendant 2 ans. J'ai ouvert un salon de bien-être où j'avais fait des formations de coach sportif, coach minceur, spa praticien, des choses comme ça à Saint-Pierre. Et du coup, je travaillais le matin de 7h à 19h où je Ah ouais. faisais, voilà, je m'occupais du bien-être des gens dans un salon que j'avais créé, que j'avais mis de l'argent dedans, tout ça et tout. Donc, c'était sympa, ça m'a permis de voir autre chose. Eh oui. Et à partir de là où on va dire, tout ce stress ou tout ce mal-être du foot était parti, j'ai eu vraiment envie de revenir dedans. Et c'est à partir de là qu'en 2015, j'ai envoyé des CV un peu partout pour revenir dans le monde du foot en métropole où ça a été quand même assez compliqué. J'ai eu l'opportunité de revenir entraîneur des gardiens et gardien au Sébastien National. Donc, c'était une belle chance. Mais c'est vrai que d'avoir arrêté pendant 2 ans et fait autre chose, maintenant, je sais que je suis là où je dois être. Et du coup, ma vision des choses et ma vision de mon travail, ma vision du foot est complètement différente, quoi. Parce que moi, je peux dire, j'ai fait autre chose, j'ai goûté autre chose, et du coup, je sais que je fais ça par passion et par plaisir. Voilà. Je dis pas, je fais ça parce que j'ai su faire que ça. J'ai commencé le foot à 17 ans, j'étais en centre de formation. Je fais pas ça parce que je ne sais faire que ça. J'ai tenté autre chose, j'ai besoin du foot. Et du coup, c'est ce qui m'a permis voilà, en être là maintenant. Je sais pas, c'est peut-être aussi le travail et la qualité, mais ça fait partie de ces choses-là. Mais c'est vrai, Wesley, c'est important. Ce que dit Jean Daniel, c'est aussi Super important. se découvrir et peut-être aussi se redécouvrir soi-même quand on est footballeur et savoir aussi que soit on est fait pour le football, soit on a aussi peut-être d'autres Bien sûr. compétences, quoi. Mais moi, je me bats pour défendre cette idée-là, Oui. parce que de base, la reconversion, c'est pas forcément quelque chose qui est funky. C'est vu un peu comme un truc pas très cool, Est-ce que c'est pas etc. vu comme une régression pour un C'est footballeur? ça, c'est ça, c'est ça. C'est vu comme une régression sociale. Et en fait, au contraire, moi, je la valorise beaucoup parce que du coup, moi, j'ai pas eu le choix. À un moment donné, j'avais les genoux en vrac, donc j'ai dû travailler. Et je me suis rendu compte que l'état d'esprit du sportif dans le monde du travail te permet de monter vite, 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 vite. Et en fait, c'est tout bête, mais j'allais réussir quelque chose au travail. Dès le lendemain, j'avais oublié, j'étais sur autre chose. Et comme un match de foot, en fait. Mais ce mécanisme-là, c'est pas, il n'est pas donné à tout le monde. Et il y a plein d'autres choses comme ça, plein d'autres qualités qu'on a acquises dans la carrière de joueur qui sont transférables dans le milieu du travail. Et effectivement, vu que quand tu es footballeur, on ne te valorise pas sur tout ce que tu peux faire en dehors du terrain. Donc toi, tu sais que tu cours vite, tu sais que tu es à droit devant le but, tu sais ceci, cela, mais tu ne sais pas ce que tu vaux en termes Mm. de compétences dans la vie active. Mais J'adore, dès lors que... Comment? Wesley, j'adore ce que tu dis. J'adore ce que tu dis. Excuse-moi, hein, je te coupe. Non, non, pas de problème. J'adore parce que, en fait, euh, on lit un petit peu avec les réseaux sociaux, tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, tout ce que voilà, et de plus en plus. Et en fait, moi, j'ai une qualité, alors c'est peut-être la seule, je ne sais rien, mais où je me remets en question, où j'arrive à m'analyser et à comprendre certaines choses. Donc, du coup, sur certaines périodes de ma vie où j'ai été ingrat, où j'ai mal géré ma carrière, euh,
où je me suis mis un peu à dos les entraîneurs et tout ça. Quand j'étais à La Réunion, justement, ça m'a permis tout ça, et d'envoyer des messages à ces coachs-là pour m'excuser de la façon dont j'ai été, parce que on est dans le truc. Et en fait, quand on est footballeur, on est à la tête dans le guidon, et en fait, il y a beaucoup de pression. En fait, il y a des médias, il y a la famille, il y a les joueurs, c'est notre travail. Et du coup, en fait, on vit un peu par rapport à tout ça et on ne sait pas qui on est. Surtout quand on commence tôt. On ne sait pas qui on est, en fait. Parce qu'on se dit, putain, finalement, on est bon, on a été bon. Donc, du coup, on est bien. Oh, mais tiens, notre femme, elle nous aime parce que on est fouteux. Putain, elle sort avec nous, le sac à la main parce qu'on a fait un gros match. Toutes ces choses-là. Et du coup, en fait, on ne sait plus qui on est. Voilà, à part par rapport à nos enfants, où on essaie quand même d'avoir cette ligne, et même eux, quand ils viennent au stade, ils ont les yeux qui pétillent. Donc, du coup, c'est vrai que c'est délicat. Et quand la carrière s'arrête, en fait, tout ça se perd. Et quand je lisais tout à l'heure qu'on est en dépression et tout ça, ça en fait un peu partie parce qu'en fait, on ne sait plus qui on est. On est lâché là-dedans et on ne sait plus qui on est. Putain, on nous regarde différemment. Notre ex-femme, finalement, elle n'a plus le même regard sur nous. On marche dans la rue, on va faire les courses. Il y a des gars, il n'y a personne. Il y a personne qui nous demande un autographe. Et tout ça, c'est déstabilisant parce que on manque un petit peu de ces repères. Alors, je dis pas tout le monde, mais c'est vrai que moi, j'étais un petit peu dans ça et ça a été une période très, 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 très compliquée. Alors, juste pour rebondir là-dessus, c'est bien, tu t'enchaînes merveilleusement. Est-ce que, Emmanuel, à la Real, est-ce que tu peux remettre le plan avec les chiffres? Parce que justement, c'est intéressant ce que tu as dit sur l'entourage, et notamment des compagnons, ou, des maris ou des femmes pour les joueuses ou pour les joueurs. Mais tu vois, je l'avais mis en bas, taux de divorce, 33% l'année suivant la fin de la carrière, jusqu'à 50% dans les 4 premières années. On n'est plus nourri personnellement par ce qui fait notre bien-être, notre énergie. On n'est plus nourri par tous ces médias, par toutes ces sensations, cette énergie positive quand on va faire, moi, à titre personnel, des arrêts, quand on va faire ces choses-là, quand on va nous reconnaître, quand on va lire notre nom dans le journal. En fait, on ne sait plus trop qui on est. Et en fait, on perd un petit peu de l'étincelle. Et même nous, parce qu'on y est pour beaucoup, on devient invivable. C'est pas que la cause des autres. Voilà, c'est ça que je voulais te dire et c'est ça que je voulais souligner. Attention à pas détourner le débat tu sais bien, parfois les femmes de footballeurs sont mal appréciées ou sont mal jugées. Et là, attention, c'est aussi et surtout à cause de l'effet dévastateur psychologique sur le joueur qui fait qu'il devient quelqu'un presque d'invivable pour la personne avec qui il est. Bien sûr, on y est pour beaucoup, les joueurs, les anciens joueurs, dans tout ça, parce que on se cherche finalement et on cherche à remplir un peu son ego, on cherche un peu à remplir ses émotions, vivre des émotions qu'on a pu vivre. Alors, c'est pas du tout les mêmes et elles sont complètement différentes, mais c'est ce qui fait que ça crée des problèmes, quoi. Mais je pense que dans un premier temps, après, sur la durée, on va dire c'est plus du 50-50 parce que il y a une distance qui se crée, il y a avec l'entourage et tout ça, mais je pense qu'au départ, le gros problème, il vient du joueur lui-même. Il vient du joueur lui-même parce que il a plus ça et ce qu'il va voir dans le regard de sa compagne, c'est plus ce qu'il voyait avant, alors que peut-être ça n'a pas changé. Mais parce qu'en fait, il vit par rapport à ce qu'il lit, ce qu'il voit, ce qu'on lui fait ressentir. Et du coup, ça crée des problèmes, quoi. Carrément. Et ça rejoint, pour avoir discuté avec une psychologue qui suit beaucoup de joueurs justement de football professionnel, même de l'équipe de France, et qui m'expliquait que, attention, un joueur qui ne joue pas déjà quand il est en carrière, parce que souvent on parlait par exemple de Kurzawa qui a eu une mauvaise image de lui-même. Les gens disaient il joue pas, mais il gagne 500 000 euros par mois, donc il est très heureux. Et cette personne qui le suit m'a dit il est très malheureux. Il est vraiment très malheureux parce qu'un footballeur, il vit à travers le terrain et à travers le fait qu'il soit sur le terrain. Et il peut gagner 30 euros ou 500 000, s'il n'est pas sur le terrain, il est malheureux. Ce n'est pas une question d'argent. Et du coup, je pense qu'on comprend aussi la dépression qui arrive après la carrière, parce que là, Kurzawa, lui, il avait l'occasion au moment de revenir sur le terrain. Mais là, quand on a pris sa retraite, ça y est, c'est terminé. On a tous, pour être sportif de très haut niveau, comme Wesley l'a été, on a tous obligatoirement
un ego. Alors, je dis pas surdimensionné, mais on a tous un ego. Parce que finalement, comment on avance? Par les petits coups, par les petits pics, par les coups durs. Et du coup, c'est notre ego qui nous fait nous dire, tiens, vous allez voir, vous allez voir. Et du coup, ben, c'est comme ça qu'on monte. Mais le problème, c'est qu'on a un ego. Mais si on n'est pas sur le terrain, qu'on ne peut pas le prouver. Alors, bien entendu, tu gagnes 500 000 ou 30 euros, tout à l'heure, je t'ai entendu, c'est pas la même chose. Mais je veux dire, il manquera, quoi qu'il arrive, quelque chose. Et tu seras, quoi qu'il arrive, invivable. Avec le compte en banque plein, mais tu seras invivable quand même. Ouais. Bon, bah écoute, moi c'est clair, les gens sont prévenus. Mais Courage. rapidement, par Ouais. rapport à ce que disait Jean-Daniel, et il l'a dit tout à l'heure, on n'est pas du tout sur un discours victimaire, hein. C'est vraiment pour Oui, être oui, factuel. Tu vois, c'est on est vraiment là pour pour ça. être factuel parce que c'est peut-être des sujets qui sont moins évoqués. Tu vois, c'est des sujets qui sont moins évoqués et du coup, faut en parler parce qu'il y a de plus en plus de jeunes joueurs, etc. Et aujourd'hui, on a cette chance d'avoir un peu le pouvoir d'aller dans plein de médias. Et c'est important que le sujet devienne de plus en plus, comment dirais-je, sexy, quoi, tout simplement. Parce qu'en vrai, ce qu'on fait là, c'est de la prévention. Exactement. Et justement, Jean-Daniel, toi, tu es au cœur de la jeunesse du Paris Saint-Germain. Et justement, ces jeunes-là, leur état d'esprit, quand ils voient justement les gars de l'équipe première, tu vois, leur modèle, mine de rien, comme quasiment tous les jeunes joueurs, comme nous, quand on est fan ou quand on est jeune, on a en modèle ceux qui sont tout en haut. Donc forcément, pour après axer sa carrière et la construction et être dans la prévention, c'est compliqué parce que l'image qu'ils ont, et toi, ils les côtoient, c'est-à-dire qu'ils voient les grandes stars qui gagnent beaucoup d'argent et qui n'auront sûrement pas les mêmes difficultés, même si Wesley l'a dit, on peut gagner beaucoup à l'image de certains sportifs et se retrouver ruiné. Mais en attendant, ce qui est aussi problématique, entre guillemets, c'est une problématique qui doit se gérer, qui existera toujours, mais c'est que, eh ben oui, l'image, encore une fois, c'est les joueurs qui sont tout en haut et qui gagnent beaucoup d'argent. Et Après, qui ont des carrières, qui ont des carrières très longues aussi. Wesley l'a bien dit tout à l'heure, ça dépend aussi de l'éducation, de l'entourage et de tout ça. Euh, Nous, au PSG, voilà, bon, moi, je ne suis pas du tout dans tous ces chiffres, dans toutes les choses, mais on le sait à peu près. Mais quand je vois certains petits qui, à 13 ans, ont des avocats, ont des trucs et tout, je me mets la main sur les yeux, quoi, parce que je me dis, c'est incroyable. Quand on regarde des matchs de la préfo le mercredi après-midi ou le samedi et il y a, il y a 500 personnes autour du terrain avec la famille d'un parce qu'il a connu, parce qu'il était petit dans le quartier, qui veut le suivre et qui, du coup, les parents, ils sont un peu perdus, ils savent plus où. Et du coup, après, ben, ils sont un peu déboussolés. Donc, j'ai l'impression que euh, les, les personnes qui sont le plus cadrées, qui sont le plus stables, alors c'est compliqué, hein, c'est pas la faute des petits non plus, hein, mais ben, ils arrivent à un peu plus s'en sortir et être un peu plus équilibrés pour mettre les priorités dans le bon ordre. Mm. Voilà, savoir exactement, voilà. Et moi, j'ai vu cette différence parce qu'on parlait de début de carrière, mais vers les années 2006-2007, là, à peu près, ou un petit peu avant, quand à Lyon, il y a eu les talents comme Benzema, Ben Arfa, tout ça qui ont éclos. Et du coup, là, ça a commencé à lâcher beaucoup d'argent sur des jeunes. Et puis du coup, ben, ça a tout décalé en fait. Ça a tout Ouais, décalé. Et les c'est jeunes, à vrai. partir du moment où dès qu'ils faisaient 3 passements de jambes, ben, ils demandaient je sais pas combien en plus. Et puis après, ben, ça Mm. s'arrête plus. Alors quelle est la solution? C'est de plus donner d'argent aux petits pour qu'ils rentrent en préfaux. Mais le problème, c'est que si toi tu leur donnes pas, les autres vont leur donner. Et du coup, tu perds Eh les oui. talents. Et du coup, après, c'est un système qui s'arrête plus. Donc, je pense qu'on sera toujours dans ce système-là. Mais je pense qu'en amont, il y a un travail à mettre en place pour prioriser vraiment ce qu'on veut et pour voilà. Mais comme tu l'as dit en tout début, bah, l'argent c'est un peu tabou quoi en France. Donc déjà quand tu as une belle paire de chaussures, on te critique. Alors imagine si tu gagnes beaucoup d'argent, c'est même pas la peine quoi. Alors en plus si tu joues au Paris Saint-Germain, là, Et oui, Wesley, du coup, on va arriver petit à petit à ce que toi tu fais maintenant et ce que tu es en train de lancer, c'est cette fameuse justement, bah, tu te rapproches des footballeuses et des footballeurs pour t'attacher à leur reconversion. Ouais, bah en fait, le constat, bon, moi j'ai 33 ans, j'ai arrêté
à 26, 27. Et je voyais autour de moi que il y avait 1 milliard de joueurs 34, 35 qui galéraient comme pas possible. Et je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester comme ça. Et en fait, vu que moi, j'étais revenu au Blanc-Ménil, donc je travaillais beaucoup avec les jeunes, et je voyais que mes amis qui sont encore pros me disaient, mais waouh, trop bien, j'aimerais bien être à ta place et tout ça. Et moi, à l'inverse, je voulais être à leur place. Mais parce que, l'air de rien, moi, j'étais déjà dans ma reconversion. Et après, donc, j'ai commencé à monter des business, etc., etc. Et là, l'idée de créer une formation pour les anciens footballeurs, c'était la suite logique. Parce que déjà, on organise pas mal d'événements où justement, on veut créer un peu un écosystème de joueurs et d'anciens joueurs. Et en fait, on valorise des parcours de reconversion pour inspirer les autres. Et le step d'après, c'était justement d'avoir quelque chose de palpable et de certifiant. Donc là, on a créé cette formation qui démarre le 6 mars au Stade de France avec 8 modules: leadership, entrepreneuriat, prise de parole en public, gestion d'image, gestion financière, coaching psychologique, technique de recherche d'emploi, création de CV, simulation d'entretien et un bilan de compétences à la fin, justement parce que quand beaucoup arrêtent, il y en a beaucoup, ils vont essayer de passer leur diplôme de coach sans forcément en avoir envie, déjà. Et on le sait, les bancs, c'est sélectif, quoi. Il y a du monde, il y a très peu d'élus, et c'est une fibre. C'est pas parce qu'on a été bon joueur qu'on sera bon coach. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, ils ne se connaissent pas. Et moi, ce que je veux, c'est leur faire gagner du temps, parce qu'une fois qu'ils auront fait toute cette formation, plus le bilan de compétences, peut-être qu'ils vont se dire, OK, moi, je veux monter ma boîte de ceci. Moi, je sais que j'ai telle compétence, donc je vais m'orienter vers tel boulot. Moi, ceci, moi, cela. Et le but, c'est de. Là, elle dure 12 semaines, donc il y a 2-3 rendez-vous par semaine. Et le but, c'est d'en faire 3-4 par an. Là, on commence à Paris, au Stade de France. Et le but, c'est d'en faire à Lyon, à Marseille, à Lille, parce que le besoin, il n'est pas qu'à Paris. Ah ouais, en effet, c'est intéressant. On a retrouvé Seb, il est de retour. Sébastien. Les aléas du direct, les amis. Les aléas du direct. Et ouais. On en profite pour saluer les nombreuses personnes qui interviennent déjà sur le chat, notamment Layash qui dit un tiers de dépression, c'est énorme. Vous allez nous mettre le bourdon. Désolé, mais c'est aussi ça le but de Football X, c'est de comprendre aussi le football de l'intérieur et de montrer justement que ce n'est pas que strass et paillettes, mais vous inquiétez pas, il y aura d'autres sujets qui seront plus joyeux que celui-là. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas, comme disait Wesley, on ne se victimise pas du tout. Attention, Ouais. moi je suis heureux, je suis fier, je suis content de tout ce que j'ai pu avoir et tout ça. C'est juste un bilan qui fait que si j'en suis là maintenant, c'est grâce à tout ça. Mais on dit toujours que pour réussir, il faut toucher le fond. Donc ça en fait partie. Ça en fait partie. Mais attention, on est des privilégiés quand même. Il ne faut pas non plus penser que on dit qu'on n'est pas heureux, quoi. Ouais, et il y a Chambou77 qui dit aujourd'hui le football il a changé en citant Mbappé, les salaires sont devenus énormes comparés à il y a plus de 10 ans, mais surtout ce qu'il dit, ça c'est intéressant, l'éducation financière, un sujet très important pour les footballeurs et tout le monde tout simplement. Et oui. Ouais, totalement d'accord. Ouais, et Soso le pro qui nous dit bonjour. On dit bonjour à Soso. Et Seb, on va rappeler que tout à l'heure, alors là, on est complètement en train de dépasser le timing de l'émission, mais c'est parce que le sujet est très intéressant. Et c'est pas grave, c'est ça aussi Twitch, c'est bien, c'est qu'on peut dépasser un peu. Seb, toi, dans quelques minutes, on va un peu teaser tes infos, mais tu vas nous parler notamment de Bellingham. Ouais, on va parler de Jude Bellingham, la révélation, la confirmation de l'équipe d'Angleterre au dernier mondial qui affole, on sait, les plus grands clubs européens et on l'a longtemps annoncé du côté du Real de Madrid et il pourrait y avoir une petite surprise pour son avenir l'été prochain. Bah, super. Alors, si Emmanuel nous entend, et je crois qu'elle nous entend, on va passer un petit truc un peu cool sur la reconversion. Je voulais vous montrer quelques reconversions un peu insolites, justement, de joueurs qu'on a tous connus. Et on va commencer, si Emmanuel, tu nous entends, est-ce que tu peux nous mettre la première photo du premier joueur? Alors, vous le reconnaissez évidemment. Messieurs, je vous écoute. Ah, tu nous écoutes? Je ne l'ai pas. Vous l'avez pas? Moi aussi, je ne l'ai pas. C'est Mendieta. Okay. Très bon joueur. Grand joueur de Valence, grand joueur de l'équipe espagnole notamment. Et ben Mendieta,
il est devenu DJ, messieurs, un peu comme Djibril Ah ouais. Cissé, mais ce grand Mendieta est devenu DJ. Et c'est vrai que c'est une reconversion un peu insolite. On va passer au joueur suivant, Emmanuel, s'il te plaît. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce joueur? Zamorano, c'est marqué, non? Zamorano, c'est lui, mais alors celui qui est en face, c'était son c'est compère de ça. l'attaque chilienne. Salas, c'est ça? C'était Salas, Marcelo Ouais. Salas, exactement. Est-ce que vous savez ce qu'il fait maintenant, Marcelo Salas? Non. Du tout. Eh ben, il est devenu producteur de myrtilles. Producteur de myrtilles. Vous voyez, comme quoi, Ça mène à tout. on se découvre des talents, ça amène à ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure. Et allez, joueur suivant, Emmanuel, s'il te plaît. Alors, il est passé par Newcastle, mais à C'est une vrai. autre époque que la tienne, Wesley. Est-ce que vous vous souvenez de ce joueur, un attaquant colombien? Non. Pas Asprilla, non? C'est ça, Asprilla, bien Asprilla, joué. voilà. Faustino Asprilla. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu, Faustino Asprilla? Oula. Alors, on va le découvrir en photo tout de suite. Vous allez voir, il est devenu vendeur de préservatifs avec Tino. Tino, Ben, c'est son pseudo dans la vie. Et maintenant, il a des usines de préservatifs multi-goûts. Et selon lui, selon nos informations, c'est le goût goyave le meilleur de sa collection. Ah. Voilà. Si vous voulez acheter des préservatifs Tino, vous ferez plaisir à Faustino Asprilla pour sa reconversion. C'est important d'en parler, mais comme quoi, tu vois, Wesley, tu parlais et Jean-Daniel aussi, on se découvre des talents. Ben voici Ah oui. Ils sont dans l'entrepreneuriat. Hein. Je dans pense que l'entrepreneuriat, lui, exactement. je Et pense que justement, lui, il avait. on va finir avec un joueur qui vient d'arrêter sa carrière il y a peu de temps. Vous vous souvenez? Lichtsteiner. Lichtsteiner, le Suisse. Et lui, justement, on parle de formation parce que lui, il est en plein dedans. Il a arrêté sa carrière et on va découvrir ce qu'il fait maintenant. C'est sur quoi il est en train de se former. Il veut devenir horloger. Il est suisse, il ne s'invente pas. Et Lichtsteiner est en train de devenir horloger. Tu vois, il a fait une formation de 3 mois et justement chez Maurice de Mauriac. Et il est en pleine reconversion et il adore ça. Il va finir horloger. Et ça, c'est assez beau. Super bien. C'est beau. Ouais. C'est beau, voilà. Donc, c'était intéressant aussi de voir que des joueurs aussi, même certains comme Lichtsteiner, qui ont eu des carrières réussies, qui ont gagné beaucoup d'argent. Et puis derrière, même avec la stabilité qu'il a eue, il a aussi quand même voulu se reconvertir et pas rester dans une facilité. Ça, Wesley, c'est important aussi d'en parler. Il y a aussi ces joueurs qui n'ont pas de problème financier, mais qui veulent juste ne pas rien faire et ne pas rester dans le football. Non, mais puis il faut. Moi, vraiment, c'est un combat, mais j'ai vraiment envie de valoriser les parcours de reconversion, parce que c'est comme ça qu'on va ramener le sujet sur la table, en fait. C'est en continuant d'organiser des événements, d'en parler, de vraiment inscrire ça comme une suite, en fait, et pas quelque chose de marginal. C'est juste la suite. Oui, exactement. Ça, c'est important. Et on se rend compte, comme tu le disais, encore une fois, attention, ce n'est pas une régression. Au contraire, c'est une mise en valeur. Et quelque part, être capable de rebondir de la sorte, c'est tout sauf une régression. Après, par rapport à la reconversion de certains, je ne sais pas, voilà, c'est des grands joueurs qui ont gagné beaucoup d'argent. Donc, du coup, bien entendu que si ça a été bien géré, c'est plus facile de partir dans une reconversion parce qu'on sait qu'il y a un appui et une base financière et on peut prendre un peu des risques. Voilà, moi, c'est vrai que quand j'ai tenté autre chose, j'avais un peu d'argent pour ouvrir un salon, pour faire certaines choses, le pécule, toutes ces choses-là, qui fait que on se dit, allez, c'est parti. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il faut aussi découvrir, comme il disait Wesley, cette envie, ce talent, ce qu'on aimerait faire autrement. Tu disais tout à l'heure, Tino, c'est un talent qui s'est découvert. Je pense qu'il avait aussi ce talent devait avoir ce talent pendant sa carrière aussi. Quoi. À Newcastle, crois-moi. Ouais. À Newcastle, il s'en passe des choses. Ça, Wesley, ça, on te le laisse. Et bon, on va passer au jeu. Alors, comme je dis, le jeu. Aujourd'hui, on va juste jouer pour le plaisir et dès la semaine prochaine, ceux qui nous suivent sur Twitch pourront jouer directement. Mais dès ce soir, vous allez pouvoir jouer, en tout cas dans le commentaire, et vous, monsieur, avec nous, vous allez pouvoir
jouer évidemment, essayer de répondre. Allez, c'est parti, jingle pour le jeu. Alors, messieurs, le jeu de Football X s'appelle Fils de but. Attention, il faut faire attention à notre façon de le prononcer. Et chaque semaine, je vais vous présenter des filles et des fils, des enfants de joueurs professionnels. Il va falloir deviner de qui sont ces enfants. Et au fur et à mesure, il y a des niveaux, il y a 3 niveaux, niveau facile, niveau moyen, niveau difficile. Et ça permettra aux spectateurs, dès la semaine prochaine, de gagner des cadeaux, des abonnements, des maillots. Il y aura plein de choses à gagner. Donc, on va s'entraîner ce soir tous ensemble sur la première. Allez, Emmanuel, on va passer donc au premier fils de but, niveau facile. Niveau facile. Alors, je vous demandais juste un petit peu de temps pour voir dans les commentaires si certains trouvent de qui ce jeune garçon est le fils. Alors, j'ai une première réponse de Chambou77 qui dit Raoul. C'est pas ça. Est-ce que, messieurs, vous l'avez? Non. Marcelo. Marcelo, c'est le fils de Marcelo. Enzo, le petit Enzo qui est le fils de Marcelo. Il y a, on va dire, de la génétique capillaire. Ouais, ce que j'allais dire, c'est les cheveux qui m'ont emmené. Hein. Là, c'est les cheveux. Exactement, c'est le fils de Marcelo qui joue aussi au Real Madrid, comme son père qui a fait une grande carrière au Real. On le sait tous. Allez, on va passer au niveau moyen, même si déjà vous avez un peu galéré sur le niveau facile, mais on va passer à l'autre fils de but. Non. Il est tout mignon, il est adorable, mais si vous observez, vous pouvez peut-être reconnaître le papa. Alors, j'ai Messi, ce n'est pas Messi, ce n'est pas le fils de Messi, c'est le fils d'un joueur qui parle la même langue que Marcelo. Un joueur qui a joué à Manchester, un Portugais. Le fils de Ronaldo? C'est pas le fils de Ronaldo, l'autre joueur portugais, pas celui, il a joué à Manchester. C'est un très grand dribbleur, très rapide. Nani, c'est le fils de Nani, exactement. Le petit Lucas, il est mignon comme tout. Et c'est le fils de Nani. Et maintenant qu'on le sait, je trouve qu'il y a un petit air de ressemblance. Alors maintenant, vous voyez, on s'entraîne, ça va être compliqué de gagner le maillot. Hein. Il faut quand même y arriver, mais il y a toujours. Alors maintenant, le niveau difficile, là, c'est plus compliqué. Et le fils de but, le niveau difficile, est une fille. On va découvrir ensemble. David Ginola. Pas David Ginola. C'est pas la fille, elle s'appelle Daniela. Alors on ne triche pas, on ne va pas sur Google. Mais Archambault avait trouvé Nani d'ailleurs, bravo. Et alors on est toujours dans le Portugal. On a perdu Wesley. Non, je suis là. Et on est toujours au Portugal. Et c'est la fille. Wesley, tu l'as? Non? Ah non. Je crois que tu levais la main. Alors, Figo. dans les commentaires, est-ce que ça bouge toujours pas? Là, le niveau Figo, non? Et là, ça sera pour gagner le maillot. Donc, forcément, il faut aller chercher plus loin. Tu l'as dit, Jean-Daniel? Non, j'ai cru voir sur Figo. Figo, c'est Luis Figo, c'est ça. Ouais. Oh là là. Daniela Figo, l'une des filles de Luis Figo. Voilà, messieurs, bravo. Et bravo dans les commentaires pour ceux qui ont trouvé, notamment. Il n'y a que Chambou qui a trouvé Nani, mais c'est pas simple de trouver les fils de but. Mais voilà, toutes les semaines, vous allez pouvoir en découvrir ensemble et on va pouvoir les découvrir ensemble. Et puis, vous allez pouvoir gagner de nombreux cadeaux. Et voilà, ça ne sera pas facile. C'est pas aussi simple de trouver, de gagner des cadeaux. Et surtout, dès la semaine prochaine, les spectateurs vont pouvoir aussi intervenir directement dans l'émission. Ça sera cool. Allez, on va passer maintenant à Sébastien et à l'info. C'est parti pour le jingle. Alors, avant de conclure sur le débat, on va passer aux infos avec toi, Seb. Alors d'ailleurs, il y a eu le tirage de la Coupe de France. Oui. Le tirage de la Coupe de France en direct. Et je me demande s'il n'y a pas eu un OM PSG de sortie. Non. Et oui. Alors, on va aller le voir. Un OM PSG se profile, c'est ça. Alors, bien sûr, non. Alors, attention. Il faut bien sûr que le Paris Saint-Germain se qualifie face au Pays de Cassel ce soir. Attention, on ne va pas parler trop vite. Mais si le Paris Saint-Germain se qualifie, ça sera OM Paris Saint-Germain, messieurs. Waouh. En direct.
Et alors, est-ce qu'on a les autres affiches? Olympique Lyonnais face au LOSC, sympa. Toulouse-Reims, Vierzon-Grenoble, Auxerre-Rodez, Lorient-Lens, très sympa aussi comme affiche. Paris FC Annecy, un petit derby entre Angers et le FC Nantes. Et enfin, donc, Olympique de Marseille face au vainqueur de l'US Pays de Cassel et Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, une info toute fraîche qui vient de tomber. Ça, c'est le tirage au sort qui vient d'avoir lieu. Sébastien, donc, on le disait, on va parler de plusieurs choses avec toi, notamment du positif. On a parlé de choses un peu plus sombres, mais il y a eu un retour sur les pelouses de Bundesliga ce week-end. Ouais, effectivement, le retour de Sébastien Haller, on s'en rappelle, qui avait dû mettre sa carrière entre parenthèses il y a 6 mois avec la détection de son cancer des testicules. Il a rejoué face à Augsbourg le week-end dernier avec une victoire 4-3 de son équipe Dortmund, mais je crois que l'essentiel n'est pas là. Après 6 mois sans jouer, donc il est rentré à la 62e minute sous l'ovation des 82 000 personnes du stade. Et ça a été vraiment un très beau moment. Je vous invite à aller voir les images sur YouTube parce que c'est vraiment un joli moment que nous offre le foot. Le retour de Sébastien Haller qui a été plutôt bon en plus, qui aurait pu marquer, qui rate de peu un but. Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais comme je le disais, l'essentiel est ailleurs et c'est un retour qui fait vraiment du bien. Et Sébastien Haller qui s'est battu et qui portait d'ailleurs à cette occasion des chaussures où étaient floquées sur le côté fuck le cancer. Donc, très belle image de Sébastien Haller qui revient à la compétition et qui est en train de gagner son combat contre la maladie. Ouais, Wesley, ça fait plaisir. Justement, on parlait de tout ce qui est psychologique pendant la carrière. Et là, c'est quelque chose de fort qui s'est passé avec Sébastien Haller. Ah, mais moi, j'ai joué avec Jonas Gutiérrez, argentin. Pareil, du coup, qui est revenu d'un cancer. C'est limite. Franchement, ce genre d'histoire dans le football, ça fait du bien. Oui. Ça amène, il n'y a plus d'adversité. Enfin, je sais pas comment dire. C'est beau. Franchement, je vais aller sur YouTube, je vais regarder les images. En fait, c'est là qu'on se rend compte que, on parle des footeux, on parle des coachs, on parle de tout ce qui peut se passer, mais en fait, on fait que du foot, quoi. On n'a jamais sauvé des vies. On n'a jamais sauvé des vies en tapant dans un ballon. Alors, c'est vrai que certains, ça leur permet un peu de sortir de leur quotidien, de trouver de la force auprès de certains joueurs et tout ça, mais en fait, on n'a jamais sauvé des vies. On fait que du foot, voilà. Donc, s'il vous plaît, quoi, tous ceux qui se prennent pour d'autres et qui se la racontent et qui pensent que ce sont les centres du monde, évitons parce que voilà, on fait que du foot et c'est déjà très bien de le faire par passion et par plaisir plutôt que de se prendre pour d'autres, quoi. C'est vrai. Et il y a une petite info aussi, Seb, du côté de l'OM, avec, je sais qu'on a des supporters de l'OM dans le chat, justement. Et il y a un joueur qui commence à arriver, un ancien joueur de Tudor. Ouais, effectivement, c'est Ivan Ilić, le jeune milieu de 21 ans de l'Hellas Vérone que Tudor avait sous ses ordres la saison dernière. Le transfert n'est pas encore officiel, mais honnêtement, on tient quand même le bon bout parce que l'OM était en concurrence avec le Torino, mais on va dire que ces dernières heures, l'Olympique de Marseille a fait vraiment un pas en avant. C'est un transfert qui devrait se négocier aux alentours d'une 15aine de millions d'euros et c'est déjà une belle somme pour l'OM parce qu'on sait que les comptes de l'OM sont pas simples encore cette saison. Donc, un gros pari pour Marseille, mais quand même, je pense, un pari intéressant parce que Tudor le connaît. Donc, Tudor n'aura pas besoin d'un temps d'adaptation avec ce joueur. Je l'ai dit, c'est un jeune joueur qui a encore une belle marge de progression, qui est un garçon extrêmement technique pour ceux qui le connaissent, qui a une très belle vista, une très belle vision du jeu. Donc, 15 millions, c'est un beau pari sur l'avenir. C'est un transfert qui devrait s'officialiser dans les jours à venir, mais Ivan Ilić qui n'a jamais été aussi près de la canebière. Ouais, très intéressant ce transfert et il suit un peu son ancien coach. On va parler de Manchester City aussi et du joueur qui fait sensation. On voulait en parler justement avec nos invités et c'est aussi pour ça qu'on sort l'info du week-end du côté de Manchester. Ouais, c'est Erling Haaland. Honnêtement, j'ai plus de mots pour ce garçon. Je sais pas, magique, stratosphérique, extraterrestre, cyborg. Haaland qui marque but sur but et qui a encore inscrit un triplé contre Wolverhampton lors du dernier match. C'est son 4e triplé de la saison. Ça fait 4 triplés en 19 matchs. Et pourquoi je m'arrête sur ces 4 triplés en 19 matchs? Parce qu'il est bien évidemment le joueur le plus rapide à atteindre ce quota de 4 triplés. 19 matchs pour lui. Pour donner un ordre d'idée, j'ai pris les 2e et 3e au classement. Van Nistelrooy a mis 65 matchs pour marquer 4 triplés en Première Ligue. Et Luis Suarez a mis 81 matchs pour marquer 4 triplés en Première Ligue. Là où Erling Haaland a eu besoin seulement, j'ai envie de dire, de 19 matchs.
Et Haaland qui était déjà recordman cette saison puisqu'il était le joueur le plus rapide à atteindre 20 buts en Première Ligue en seulement 14 matchs. Et là aussi, à titre de comparaison, pour qu'on comprenne bien, là où il a fallu 14 matchs à Haaland pour atteindre 20 buts, il en aura fallu 34 à Thierry Henry à l'époque. Donc c'est dire le niveau affiché par Erling Haaland en Première Ligue, et Haaland qui devrait normalement, avant la fin de saison, battre un nouveau record puisque depuis l'ère moderne, depuis l'ère Première Ligue, le meilleur buteur sur une saison, c'est Mohamed Salah avec 32 réalisations. Erling Haaland en est déjà à 25. Donc Haaland qui devrait faire tomber encore tous les records cette saison en Première Ligue. Mais Haaland, très honnêtement, qui a mis le championnat anglais, le Royaume et la Première Ligue à ses pieds, c'est phénoménal ce que réalise ce garçon depuis son arrivée en Angleterre. Ouais, Wesley, toi qui connais l'Angleterre, tu dois voir ça aussi d'un œil. Ouais, non, quel œil tu as, quel regard tu as sur ces performances-là? Ce qui est dingue, c'est que j'ai vu tellement de joueurs arriver dans ce championnat et ne pas s'adapter ou mettre pas mal de temps. Et ce qui m'impressionne, c'est que on a l'impression qu'il a toujours joué là-bas. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même 2-3 matchs où il est passé à côté. Mais il a quand même des stats comme ça. Je n'ai pas les mots. C'est incroyable. Il y a un autre élément quand même avec Erling Haaland, c'est qu'il faut rappeler quand même que ces dernières saisons sous Guardiola, Manchester City ne jouait pas avec un véritable avant-centre parce que Gabriel Jesus n'était pas un véritable avant-centre, c'était plutôt un 9,5. Et Haaland, dès qu'il est arrivé, l'équipe s'est adaptée à lui parce qu'on voit quand même que ses partenaires jouent vraiment pour le mettre dans les meilleures dispositions. Donc ça aussi, c'est un joli tour de force parce que c'est un tour de force d'avoir obligé Guardiola à jouer avec un vrai neuf, d'avoir réussi à convaincre rapidement ses coéquipiers de jouer dans ce système-là. Et c'est là qu'on voit aussi toute la force mentale qu'a eu Haaland sur le groupe. C'est pour ça que je dis qu'il réussit quand même des débuts assez exceptionnels en Première Ligue. Ouais. Chambou qui nous dit dans le chat, ajouter une arme fatale comme Haaland à la meilleure équipe d'Angleterre, c'est limite de la triche. C'est vrai on l'appelle le cyborg, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est un être humain. Oui, mais bizarrement, on remarquera quand même que, ok, Haaland est arrivé et a de très très grosses statistiques, mais Manchester City n'est pas leader du championnat. Exactement. J'allais placer Arsenal. Ce que réalise Arsenal, c'est fou. Les gars, il faut qu'on s'assoit 2 minutes, on regarde ce que fait Arsenal. C'est vive le football. Franchement, c'est... Ah, je kiffe. C'est du vrai foot, c'est le foot qu'on aime. Et justement, par rapport au fait qu'un joueur comme Haaland, ça sera un des sujets de Football X. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Ewing Theory par rapport à Patrick Ewing en NBA. C'est quand un joueur qui est très très fort, qui est le meilleur de son équipe, ne rend pas forcément son équipe meilleure. C'est-à-dire que l'équipe a de meilleurs résultats sans son joueur star qui a pourtant les meilleurs stats de l'équipe. Mais le résultat collectif est différent. C'est ce qu'on appelle la Ewing Theory. Il y a eu pas mal de choses et de livres, notamment sur cette théorie-là. On fera une émission consacrée à ça, notamment pour le cas Cristiano Ronaldo et d'autres. Mais on retrouve ce cas de figure, et notamment cette année à City avec Erling Haaland. Voilà, on en reparlera. Bellingham, du coup, Sébastien. Bellingham, on le disait tout à l'heure, qui affole l'Europe, qui va quitter le Borussia Dortmund l'été prochain. On l'a longtemps annoncé du côté du Real de Madrid qui fait le forcing pour recruter le jeune Anglais. Mais il pourrait faire son retour au pays en Première Ligue et du côté de Manchester City, puisque Manchester City s'intéresse à lui ces derniers temps, parce qu'on a un Gundogan qui est sur la fin, qui est vieillissant, et parce qu'on a un Calvin Phillips qui n'a jamais donné satisfaction depuis son arrivée. Donc un Jude Bellingham qui pourrait rejoindre Manchester City. Le joueur est intéressé pour 2 raisons. Parce que bien évidemment, comme beaucoup de joueurs, être entraîné par Pep Guardiola, ça ne se refuse pas. Et parce que du côté de Manchester City, il pourrait retrouver un de ses anciens comparses du Borussia Dortmund. On en parlait, le cyborg Erling Haaland, avec qui il s'entendait extrêmement bien. Donc ça pourrait être là aussi un des très très gros transferts l'été prochain si Manchester City arrivait à ajouter à son effectif déjà pléthorique la pépite Bellingham. Ça sera un énorme coup pour City. Et puis on va finir par Tottenham avec une arrivée imminente, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'en parler, parce qu'on a Jean-Daniel avec nous. Ouais, c'est une info que je vous donne. Mauricio Pochettino est fortement pressenti pour reprendre les rênes de Tottenham la saison prochaine. Conte ira jusqu'à la fin de saison, mais ne devrait pas être reconduit la saison prochaine, parce qu'on l'a vu du côté de Tottenham, c'est des résultats quand même sur courant alternatif, c'est des résultats en dents de scie. Et au-delà des résultats comptables, moi, je le dis depuis le début de la saison, je suis atterré par le jeu de Tottenham. J'ai quand même du mal à comprendre comment, avec autant de bons joueurs, avec autant d'armes,
on peut aussi peu accepter le jeu, qu'on peut refuser autant de jouer. Donc, un Conte qui ne fait absolument pas l'unanimité du côté du président Daniel Levy. Et donc, on en revient aux bonnes vieilles recettes et Mauricio Pochettino qui pourrait, 6 mois après avoir quitté le Paris Saint-Germain, déjà retrouver un poste. Et ça pourrait être aussi une des conditions pour garder Harry Kane, parce qu'on sait qu'Harry Kane est en fin de contrat à l'été 2024. Manchester United est déjà rentré en contact avec les représentants du joueur pour l'éventualité d'un départ à ce moment-là. Et on sait que Harry Kane et Antonio Conte ne nourrissent pas de grandes affinités. Et le fait de faire revenir Pochettino pourrait être aussi le meilleur moyen de prolonger Harry Kane du côté des Spurs. Donc ça pourrait être un retour express et un retour désiré par tout le monde du côté de Tottenham. Ok, très intéressant. Jean-Daniel, tu as côtoyé un peu Mauricio Pochettino, tu l'as croisé. J'imagine du côté du Paris Saint-Germain, c'est quoi ton regard sur cet entraîneur et sur son possible retour du côté des Spurs de Tottenham? Non, bah, je pense que quand on entraîne au Paris Saint-Germain avec toutes ses stars, avec tout ça, il a quand même fait un parcours, on va dire, assez intéressant. Maintenant, retourner là où il a été, c'est qu'il a laissé une bonne image. C'est qu'il a fait du bon travail. Donc, je pense que c'est bien. Et puis, Tottenham fait partie quand même de ces grands clubs avec beaucoup d'objectifs, d'ambition. Donc, je pense que voilà, ils veulent peut-être revenir aux bases, aux sources pour repartir de l'avant. Moi, de ce que je peux savoir, parce que ben, je ne le connais pas personnellement, mais Monsieur Conte est quelqu'un de très, très. Seb est peut-être a plus peut-être d'infos là-dedans, mais très dur. Et les clubs doivent être prêts quand ils accueillent une personne comme Conte parce que ça demande beaucoup de changements, beaucoup de rigueur, beaucoup de choses différentes de ce qu'ils peuvent connaître. Donc, du coup, peut-être c'est ce qui fait que c'est pas passé pour cette fois-ci, quoi. Ouais. Et toi qui as connu, enfin en tout cas, tu parlais de la trace que Mauricio Pochettino a laissée aux Spurs. Quelle trace lui il a laissé au Paris Saint-Germain en tant qu'homme? Est-ce que justement c'était quelqu'un d'apprécié en dehors du foot, hein? Je ne parle pas vraiment de ce qu'il a laissé tactiquement ou autre, hein. Attention, je ne rentre pas dans ces polémiques-là. Mais voilà, est-ce que justement c'est quelqu'un ouais, qui était apprécié au Paris Saint-Germain? Bah, bon, moi, je suis le plus souvent avec la formation. On n'est pas loin, au camp de loge, c'est pas loin, mais on mange, on va dire, au même endroit. Donc, on croise certaines personnes de temps en temps. Moi, je suis arrivé l'année passée, donc du coup, j'ai, de ce qu'on m'a dit, c'était pas quelqu'un de spécialement ouvert avec la formation. Les personnes, il a rarement été vu. Par contre, une personne qui a laissé beaucoup, beaucoup de positifs, c'est Tourelle. Il s'arrêtait tout le temps pour les supporters. En fait, pour ceux qui connaissent le Candelos, c'est une grande ligne droite avec un feu rouge au bout, avec un petit parking. Donc, du coup, ben voilà, il y avait des gens, ils s'arrêtaient tout le temps. Ils venaient voir les gens à la formation, ils payaient un coup tous les mois pour discuter, pour voir un petit peu ce qui se faisait. Donc, c'est plus cette personne-là, voilà, parce que même si à Paris, c'est un très, très grand club, voilà, il y a quand même des objectifs, des ambitions, chacun dans notre pôle qui fait que ben, on n'a pas trop le temps de s'attarder sur ce qui peut se faire à droite et à gauche. Donc voilà, c'est vrai que quand le centre va se déplacer à Poissy, on sera un petit peu plus au même endroit, tout le monde. Donc peut-être qu'il y aura un petit peu plus de liens pour, euh, pour vraiment créer ce projet immense et ce projet club parfait, quoi, on va dire. Ouais, Wesley, ton regard sur ce possible retour de Pochettino, qui est une vraie info là, de Seb pour l'émission. Et là, bah, hein, c'est dans les vieux pots, comme on dit. Mais en tout cas, un retour de Pochettino, qui n'a pas laissé de traces niveau jeu à Tottenham, mais par contre qui a laissé des résultats positifs. Oui, mais je pense que même dans ce qu'il dégageait, je parle même pas du côté tactique, hein, vraiment au niveau du langage corporel entre le Pochettino de Tottenham et le Pochettino du PSG, j'ai pas l'impression d'avoir vu la même personne. Je pense que bah déjà même sa famille, je crois qu'elle était restée à Londres déjà. Oui. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui font que quoi qu'il arrive, il avait cette envie de retourner en première ligue. Après l'histoire, voilà, c'est un ancien joueur du PSG, donc il y avait aussi ce côté affect. Mais au final, je n'ai pas forcément l'impression que, et puis Jean Daniel le disait bien,
j'ai pas forcément l'impression qu'il s'est pleinement investi au Paris Saint-Germain. Alors après, on peut débattre, hein, sur les pouvoirs ou pas d'un entraîneur au PSG, c'est un autre débat. Mais voilà, je pense que c'est gagnant-gagnant. Il repart dans un club où il connaît du monde. Et puis, vous le savez, hein, le marché des entraîneurs, c'est très compliqué. Ouais. Donc, Tottenham veut aussi aller sur du safe, entre guillemets, parce que aller dépenser beaucoup d'argent sur un coach pour peut-être le virer pas longtemps après, c'est pas forcément un bon plan. Ouais, mais c'est vrai, c'est pertinent. En tout cas, merci Seb pour ces infos, c'était très intéressant. On rappelle le possible OM Paris Saint-Germain en Coupe de France. Ça va être à suivre. Après, il va falloir suivre le résultat du PSG face au Pays de Cassel ce soir. Merci en tout cas, messieurs. On va conclure le débat. On a largement débordé. On est à plus d'1h20 d'émission sur 1 heure de prévu. Le thème était tellement intéressant et vaste, même on pourrait encore en parler des heures. Mais en tout cas, merci. Wesley, merci en tout cas d'avoir été présent à l'invitation. Bienvenue quand tu veux dans Football X pour diverses raisons, divers thèmes, quand tu voudras. Et voilà, on rappelle, toi maintenant, tu es concentré justement sur cette reconversion des footballeurs. C'est ça, on va bouger, enfin on bouge les choses, c'est pas on va bouger les choses, on bouge les choses. Donc on est à fond et voilà, donc là les inscriptions se passent bien. On va organiser un événement au Red Star là, le 16 février pour lancer voilà, faire une petite soirée de lancement et tout. Mais de toute façon, je vous enverrai le tout en privé et ça va être sympa. On est là, on fait beaucoup de choses pour que les footballeurs prennent conscience que ils ont un réseau extraordinaire. Mais bon, comme l'a dit Jean-Daniel, trop d'ego, on n'ose pas demander, mais il y a des gens qui vont travailler toute leur vie et qui ne vont pas avoir le réseau que l'on a. Donc, développons des choses et voilà, faisons de la mise en relation, créons notre propre écosystème et allons-y, hein. Ouais, très, très intéressant, vraiment. D'ailleurs, on le dit en commentaire, très beau projet, la reconversion, tenez-nous au courant. Et on nous dit aussi qu'il y a 3-0 doublé de Mbappé. Alors, je ne vais pas vérifier l'info, hein. 3-0 pour l'instant pour le Paris Saint-Germain. Je te le confirme. Je le confirme. Merci à notre envoyé spécial. Et voilà, on nous dit aussi que Jude Bellingham devrait aller à United. Le challenge est meilleur. Ça, c'est la vie de chacun. Et merci à toi, Jean-Daniel, aussi d'être venu dans cette émission, dans cette première. C'était aussi très intéressant de t'avoir, d'avoir ta vision et ta vision de l'après-carrière, puisque tu as eu aussi une après-carrière différente. Et voilà, et j'imagine que tu t'éclates, en tout cas, au Mali et au Paris Saint-Germain. Et la suite pour toi, c'est quoi? Tu entraînes toutes les catégories, on n'en a même pas parlé, mais tu es toutes les catégories? Non, moi, là, à ce moment, je suis plutôt sur les... Alors, j'y suis arrivé l'année dernière, j'étais à la préformation. Donc, je suis monté, en fait, c'est Johan Cabaye qui m'a fait venir parce qu'il était directeur du centre. Donc, du coup, j'étais avec la préformation. Cette année, je suis avec les U17 nationaux. Alors, après, en formation, là, on est 2 entraîneurs. Donc, de temps en temps, j'ai certains des U19 et certains de la préfo encore, mais je suis plus sur les U17 NAS. Et à Paris, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est 4 entraîneurs des gardiens dans le club. Et des pros jusqu'à nous en formation. Donc, on a une méthodologie qui est mise en place. Donc, c'est vachement intéressant parce qu'on fonctionne vraiment de la même façon avec l'entraîneur des gardiens des pros et nous. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de très structuré, très cadré. Donc, c'est vachement intéressant. On apprend beaucoup de choses. Et avec le Mali, voilà, donc après avoir été avec les Comores, comme tu disais, et cette belle CAN qu'on avait pu faire, c'est notre ami Eric Schell qui a pris la sélection du Mali, qui nous avait demandé de venir avec lui parce qu'on était ensemble à Martigues. On a commencé à jouer ensemble et après on était avec lui entraîneur à Martigues, le staff technique qu'on est maintenant au Mali. Donc avec des beaux projets, beaucoup d'ambition, beaucoup d'objectifs avec une très 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 belle génération. Ouais. On est sur une bonne dynamique. Voilà, on a fait notre dernier match 1-1 en Algérie. Et donc voilà, c'est intéressant de pouvoir être sur de la formation de très haut niveau, au Paris Saint-Germain, et avec des joueurs internationaux, donc de très très haut niveau. Donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, à terme, j'espère pouvoir être simplement fixé sur du professionnel, sur du très haut niveau, et grâce à Seb, un jour aller aux États-Unis ou au Canada. Eh ben, on va suivre ça de très près. Toi aussi, évidemment, Jean-Daniel, tu es le bienvenu quand Merci. Tu veux dans l'émission. D'ailleurs, justement,
On parlera dans la prochaine émission. Le prochain thème, c'est les binationaux, justement, comment est géré le binational, de pouvoir, de devoir choisir comment c'est géré dans l'entourage, comment c'est géré psychologiquement, comment on fait son choix. Est-ce que c'est par défaut? Est-ce que c'est des choix du cœur? Voilà, on va aller chercher tout ça et comprendre comment se fait le choix de la nationalité sportive. C'est des choses très importantes. Souvent aussi, c'est très mal jugé, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'intérieur, notamment dans le cercle familial. On le fera avec Kevin Vessière, l'auteur notamment du FC Géopolitique. Il a fait il s'intéresse beaucoup à la géopolitique et on aura un joueur. On a plusieurs joueurs de prévus. On va en choisir un. On vous l'annoncera dans la semaine pour le joueur justement concerné par ce thème-là, qui sera avec nous lundi. Donc restez connectés. Dès demain, les réseaux arrivent. Vraiment, aujourd'hui, c'était la première émission. On va voir les retours de chacun et dès demain, les réseaux sociaux vont arriver. On va mettre en place la deuxième et grandir tous ensemble. Donc, vous serez évidemment les bienvenus, messieurs, pour les prochains thèmes. On va énoncer les thèmes au fur et à mesure. Vous allez voir plein de choses très intéressantes pour comprendre vraiment ce football, ce monde du football de l'intérieur. Merci Seb aussi d'être venu, d'être dans l'équipe. Toi, tu seras là à chaque fois pour nous parler d'infos et puis débattre avec nous sur les sujets. Tu as toujours les infos souvent en avant-première, c'est aussi pour ça que tu es là. Et puis voilà, on va pouvoir comme ça débattre de super sujets tous ensemble. Je vous remercie, messieurs. Je donne rendez-vous à tout le monde dès la semaine prochaine, le lundi, de 20h à 21h. Ça, c'est l'horaire qui est normalement acté. C'est la liberté de Twitch. On n'est pas sur une chaîne de télé. On fait ce qu'on veut. Ça, c'est la beauté aussi de ce direct-là. Je vous remercie tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore, messieurs. Belle soirée. Vous pouvez aller regarder la fin du match du PSG. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. À bientôt. Merci. Ciao. Allez. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci.